Le miracle chinois, c'est des villes sorties de terre en quelques mois, des usines qui produisent pour le monde entier, et un pays passé en une génération de la pauvreté extrême à une superpuissance capable de rivaliser avec les États-Unis. Mais aujourd'hui, la réalité est bien plus sombre. Derrière les gratte-ciels et les chiffres impressionnants, la Chine reste un pays fragile. Un PIB par habitant 2 fois plus faible que celui de la Grèce, une consommation intérieure très en retard, et surtout des crises majeures, simultanées, qui frappent le pays depuis quelques années. L'immobilier s'effondre, la production ralentit, la jeunesse perd espoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour le comprendre, faut d'abord voir comment fonctionne l'économie chinoise. Parce qu'en réalité, tout repose sur 3 piliers: produire, construire, investir. Produire, c'est la manufacture. Électronique, automobile, textile, ça pèse près de 4700 milliards de dollars par an, un quart du PIB chinois. À elle seule, la Chine produit plus que les États-Unis, le Japon et l'Allemagne réunis. Et ça, c'est pas arrivé par hasard. Cette réussite, elle le doit aux fameuses zones économiques spéciales. 4 villes sélectionnées en 1980 dans le but d'en faire des laboratoires ultra-capitalistes. Quasi pas de règles, quasi pas d'impôts, un seul but, faire un maximum d'argent. Dans les années 90, l'ouvrier chinois coûtait tout au plus 50 dollars par mois. Résultat, tout le monde a délocalisé vers la Chine, séduit par une main d'œuvre quasiment infinie, disciplinée et bon marché. C'est devenu en quelques années l'usine du monde, mais ce temps est révolu. Le salaire d'un ouvrier chinois dépasse désormais les 700-800 dollars par mois, contre 300 au Vietnam, 250 en Inde, ou un peu plus de 100 dollars par mois au Bangladesh. Et avec les taxes américaines et européennes sur les importations chinoises, les industriels les plus économes déplacent leur chaîne de production ailleurs. C'est ce qu'on appelle la stratégie China plus One. En gros, on garde la production de masse en Chine, parce qu'ils sont quand même pas mal, mais on délocalise une partie vers les pays que j'ai cités plus tôt. Alors la part de la Chine dans la production mondiale stagne, et le secteur manufacturier commence à ralentir. Mais le problème, c'est qu'à force d'investir massivement dans ces usines, Pékin a fini par créer sa propre crise de la surproduction. Trop d'acier, trop de panneaux solaires, trop de batteries, la demande mondiale ne suit plus. Alors les prix chutent, certaines usines vendent à perte pour vider leur stock, et les marges s'évaporent. Juste ça, c'est un quart de l'économie chinoise qui est sous pression, piégé entre les coûts qui grimpent, les clients qui partent et les stocks qui s'accumulent. Si la tendance continue, c'est des millions d'emplois qui risquent de disparaître. Un choc social majeur dans un pays qui s'est bâti sur la promesse du travail en usine. Le deuxième pilier, c'est l'immobilier. Et là, on parle de très très lourd. À son point le plus haut, le secteur représentait 30% du PIB chinois, c'est 2 fois plus que les États-Unis au pic de la bulle de 2008. Pour comprendre à quel point c'est délirant, dites-vous qu'entre 2011 et 2013, la Chine a produit plus de ciment que les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Mais derrière cette folie, il y a aussi un facteur culturel. En Chine, posséder son logement, c'est le symbole ultime de réussite sociale. Et aussi une sécurité essentielle dans un pays où les retraites sont faites par capitalisation. Comme l'accès au marché financier est assez restreint, 70% de la richesse des ménages est investie dans la pierre, c'est gigantesque. De l'autre côté, les gouvernements locaux se financent en grande partie grâce à la vente de terrains aux promoteurs. Donc forcément, plus les prix montent, plus leurs revenus sont hauts. Alors pendant des années, tout le monde a joué le jeu. Les ménages achetaient, les promoteurs construisaient, les villes encaissaient, au final, tout le monde était content. Des métropoles entières ont surgi de nulle part, certaines sont restées presque vides, c'est le phénomène des villes fantômes. On estime qu'il y a aujourd'hui plus de 60 millions de logements inhabités en Chine, de quoi loger 3 fois la population française. Le problème, c'est que tout ça repose encore une fois sur une montagne de dettes. Le secteur immobilier a emprunté des centaines de milliards de dollars par an, alors Pékin s'est mis à s'inquiéter. En 2020, le gouvernement décide de serrer la vis avec la politique des 3 lignes rouges. En gros, si tu veux continuer à emprunter, tu dois avoir moins de 70% de tes actifs financés par la dette, une dette elle-même inférieure à tes fonds propres et assez de cash pour rembourser tes prêts à court terme. Sur le papier, tout ça, c'est logique. Et dans la réalité, presque aucun promoteur ne respectait ces critères. Résultat, plus de crédit, des chantiers stoppés et une cascade de faillites. Evergrande, Country Garden, Sunac, tous se sont retrouvés en défaut de paiement. Les ventes de logements se sont effondrées de plus de 50%, les prêts ont reculé dans plus de 70 villes et des centaines de milliers de ménages se sont retrouvés endettés pour des appartements inachevés. Comme les finances des gouvernements locaux dépendaient grandement de l'immobilier, c'est tout le système qui s'est mis à vaciller. Si on regarde vraiment ultra global, depuis 2021, la crise immobilière chinoise aurait détruit entre 10 et 15 000 milliards de dollars de valeur, l'équivalent de 5 fois le PIB français. L'immobilier, c'était la fierté du pays. Aujourd'hui, c'est devenu le point de bascule d'une économie en perte d'équilibre. Parce que tout ça a un impact direct sur le 3e moteur de croissance de la Chine, l'investissement public en infrastructure. C'est le symbole même de l'hypercroissance chinoise. Routes, ponts, TGV, gratte-ciel, le pays s'est littéralement construit en 40 ans et dans des proportions complètement irréalistes. On parle de 50 aéroports en 10 ans, l'équivalent d'un réseau de métro parisien tous les 6 mois, ou encore le pont le plus long du monde, 164 km, l'équivalent d'un aller Paris-Reims. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de ces projets tournent à vide. Des autoroutes désertes, des aéroports sous-utilisés, des gares flambant neuves où personne ne passe, et tout ça est encore une fois financé à crédit. Les gouvernements locaux, privés de leurs revenus liés à l'immobilier, ont continué à emprunter massivement à travers des véhicules de financement opaques. On parle de plus de 9 000 milliards de dollars de dette locale. Le pire, c'est que chaque yuan investi rapporte
importe de moins en moins. L'efficacité de l'investissement public s'effondre et beaucoup de projets ne montrent aucun retour économique réel. C'est ce qu'on appelle le syndrome du pont vers nulle part. L'État continue de construire pour maintenir l'illusion de la croissance, mais derrière les chiffres, le moteur est sec. Aujourd'hui, la Chine a assez d'infrastructures et de logements pour accueillir quasiment 2 fois sa population urbaine. Et pendant que le pays bétonne, les ménages n'achètent plus. La consommation intérieure ne représente que 38% du PIB, contre 70% aux États-Unis. Les Chinois épargnent, se replient, attendent, parce que la confiance est brisée. Aujourd'hui, on peut le dire, la Chine entre dans une vraie crise sociale. Le chômage explose chez les jeunes, plus de 20% aux dernières nouvelles, mais probablement plus en réalité, vu que c'est devenu tellement dérangeant que ça fait 3 ans que le gouvernement a arrêté de publier les chiffres. Chaque année, 11 millions de nouveaux diplômés arrivent sur le marché, mais ne trouvent rien. Ou alors ceux qui trouvent refusent de s'épuiser dans le modèle 9-9-6. 9h du matin, 9h du soir, 6 jours par semaine. Un rythme juste invivable, mais qui est la norme dans les entreprises chinoises les plus prestigieuses. Alors forcément, quand tu vois tes parents tout perdre dans la crise immobilière après s'être tués à la tâche toute leur vie, ça donne pas envie de suivre le même chemin. Sur les réseaux chinois, un nouveau mot est devenu symbole de cette lassitude. Tengping, ça veut dire se coucher à plat. C'est la révolte silencieuse d'une génération qui ne veut plus courir après une réussite inaccessible. Certains vont encore plus loin avec le mouvement Bailan, laisser pourrir, des jeunes qui abandonnent tout, quittent leur emploi, vivent de peu, par choix ou par désillusion. Et pendant que les jeunes baissent les bras, le pays entame son vieillissement. La Chine a atteint son pic de population en 2022. Depuis, ça ne fait que baisser. Le taux de fécondité est tombé aux alentours de 1 enfant par femme, l'un des résultats les plus bas du monde. La Chine va voir de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs, et une société qui va commencer à manquer d'énergie au sens propre comme figuré. Bon, on l'a vu, la Chine traverse une mauvaise passe. Mais est-ce que l'avenir du pays est sans espoir? Bien évidemment que non. Il reste un dernier levier de croissance à la Chine, et pas des moindres, la technologie. Aujourd'hui, le secteur représente déjà 10% du PIB, et c'est de loin le plus rentable, donc le plus prometteur. Mais les États-Unis font tout pour freiner sa montée en puissance. Taxes, restrictions d'exportation, interdiction pour Nvidia de vendre ses puces H100 ou H20 à la Chine, ils vont jusqu'à faire pression sur le leader mondial Taiwan Semiconductor pour empêcher la Chine de s'approvisionner en processeurs de pointe. Washington sait que la Chine a du potentiel et veut absolument empêcher Pékin de jouer dans la même cour que lui. Mais malgré les barrières, la Chine avance. Ses ingénieurs développent leurs propres semi-conducteurs. Ces géants investissent dans l'intelligence artificielle et l'État met la tech au cœur de sa stratégie nationale. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on freine vraiment la Chine ou est-ce qu'on est juste en train de les regarder s'entraîner avec des poids accrochés aux chevilles? Parce qu'un pays qui a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté, bâti 40 000 km de TGV et des villes en un claquement de doigts, n'a sûrement pas dit son dernier mot. Et vous êtes déjà plus de 800 à nous suivre. C'est peu, mais on compte bien devenir la plus grosse chaîne d'économie du monde. Alors vraiment, un like ou un abonnement, ça nous ferait extrêmement plaisir.